Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, intervention de Madame Agomart. Actualité en Syrie, Monsanto et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec un extrait de l'intervention de Madame Agomart. Oh, c'est une situation de Tirelli, hein. Bon, ils font pif ou pas, on libère certains sans qu'on sache pourquoi. Il y a d'autres qui ont été arrêtés, ils n'ont jamais été jugés, ils sont libérés. Il y a d'autres qui sont toujours maintenus. Et les procès de façade, bon, nous savons que ce sont des prisonniers politiques, mais c'est plutôt des otages de guerre, c'est plutôt des prisonniers de guerre. Parce que la guerre de la resoumission de la Côte d'Ivoire au diktat de la France n'a pas pris fin. D'autant plus qu'il y a encore une bonne partie de la population, je dirais même la majorité, qui résiste à cette domination-là. Et notamment le Front populaire ivoirien. Et une organisation comme le CNRD aussi, c'est-à-dire le Congrès national de la résistance pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, sans compter la population non militante qui n'accepte pas dans leur mental aussi la soumission à nouveau à l'impérialisme français, quoi. Or, le mot persécuté est très petit. Il subit un attentat même à sa mort programmée, mais par la grâce de Dieu, le couteau, l'instrument qu'ils ont choisi, c'est-à-dire le président du Front populaire ivoirien, a été éjecté. Donc nous crions victoire en ce moment. Mais la persécution continue, puisqu'ils veulent nous pousser à la clandestinité. Le président qui a su l'intérim en ce moment, devait faire une conférence dans un lieu qui est un lieu privé, la Fondation Aris Memel Fouté. Ils ont envoyé la police, c'était mercredi, pas ce mercredi dernier, mais l'autre mercredi surpassé, envoyé la police, interdit à toutes les personnes d'entrer dans ce bâtiment. Et la police, croyez-moi, la police est venue sans aucun mandat. Et depuis le vendredi dernier, la police est allée carrément fermer la fondation par chalumeau. Donc on n'a pas accès. Il y a des livres là-bas. Cette fondation abrite un centre de documentation. D'ailleurs qu'on a en partenariat avec la fondation Jean Jaurès française. Et donc les étudiants qui sont en anthropologie, en lettres, vont pour consulter des ouvrages. Donc c'est pas seulement un lieu où on peut tenir des réunions ou des conférences, mais c'est un lieu, ça abrite un centre de documentation, une bibliothèque. Et vous voyez que le pouvoir en place actuellement allait fermer ce lieu-là, qui est un lieu privé. Ça vient d'être reformulé avec le départ de M. Afi N'Guessan, qui n'est plus président du FPI. C'est lui qui m'avait nommé à ce poste de coordination. Maintenant, c'est dit ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je me présentais. Je suis maintenant chargée des relations, je suis vice-présidente chargée des relations avec les organisations ainsi que les personnes qui luttent pour la libération de Laurent Gbagbo. Mais même par le passé, même quand c'était une coordination, non, aucune organisation nous avait aidés dans notre tâche, hein. Vous savez qu'on était qu'à notre début, on s'organisait. Et ma première sortie véritable, c'est celle qui a eu lieu tout récemment, où j'ai été à La Haye voir le prisonnier, pour qui je suis chargée, M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Et j'ai profité pour rencontrer les organisations basées à Paris qui luttent aussi pour sa libération. Voilà, donc sinon pour l'instant, l'international socialiste ne m'a pas contacté dans ce sens, ni donné une aide quelconque. Sur le plan institutionnel, il fallait mettre en place les éléments de les conditions pour pouvoir appliquer notre programme.
Je pense au plan sanitaire, nous avons voté la loi sur l'assurance maladie universelle. Et elle devait entrer en application en 2003, quand il y a eu l'attaque de la rébellion en 2002. Et au niveau... il y a plusieurs institutions qui ont été révisées. Bon, mais je vais passer aux choses plus concrètes. Il y a eu d'abord pour les enseignants. Vous savez que les enseignants en Côte d'Ivoire avaient 2 régimes. Depuis justement l'arrivée de M. Alassane Ouattara sous Houphouët-Boigny, comme Premier ministre, les propositions qu'il avait données, c'est que les enseignants qui font le même travail, d'autres aient la moitié du salaire. Donc on les appelait les enseignants décrochés, raccrochés ou décrochés, je ne sais plus l'expression qui est juste. Mais M. Laurent Gbagbo, dès qu'il a été élu, sa première tâche, c'était d'établir cet équilibre-là, de remettre ces enseignants-là au même stade que les autres enseignants. Et ça a été fort apprécié jusqu'à présent du corps enseignant. Il y avait plus de 1000 médecins qui chômaient. On ne pouvait pas les engager alors que la population a besoin énormément de médecins. Il a tout fait pour les recruter aussi. Au niveau de la police aussi, il a essayé de remettre un peu la pendule à l'heure. Et c'est au moment où il devait s'attaquer au problème de chômage, de développement. Il devait revenir d'Italie là, en 2002 pour faire... parce qu'on avait fini maintenant toutes les élections législatives, locales et tout, régionales, tout a été fait. Et il devait venir faire maintenant un forum social pour cibler les problèmes de l'emploi et tout. Malheureusement, le coup d'État est arrivé, l'attaque de la rébellion. Et à 2003, à partir de 2003, après l'accord de Makossy, on lui a imposé les rebelles dans le gouvernement. On ne pouvait plus appliquer des programmes. Tout ce que vous faites, c'est saboter. Donc, c'était difficile de travailler correctement, d'appliquer notre programme de gouvernement. On n'a pas pu appliquer. Mais quand même, au niveau financier, il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire ait l'autonomie financière pour ses dépenses de gestion courante, qu'elle n'ait plus besoin d'aide budgétaire de ces pays, un peu de l'ex-colonie ou de l'Union européenne et autres. Parce qu'il a doté toutes les régies de dirigeants qui ont été recrutés sur appel à candidature. Vous voyez, il n'a pas nommé les amis ou les partisans. Il a fait appel à candidature avec des missions, des contrats bien concrets. Vous remplissez votre charge, vous demeurez en poste. Si bien que toutes les régies ont fonctionné correctement. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, même il y a eu budget excédentaire. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire avoir le PPTE. Tout de suite, actualité en Syrie. Le ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Soussan, a affirmé que le terrorisme qui n'a pas de frontières constitue une menace grave pour la paix et la stabilité dans le monde. Lors d'une réunion avec une délégation d'activistes politiques hollandais et belges et du Comité national de la communauté syrienne aux Pays-Bas, Soussan a évoqué les effets de l'agression menée contre la Syrie par les forces d'hégémonie internationale et leurs outils régionaux et le terrorisme international qui exige de la communauté internationale une position sérieuse et d'efforts sincères pour éradiquer ce grave fléau conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et le respect de la souveraineté nationale. Pour leur part, les membres de la délégation ont exprimé leur compréhension de la réalité de ce qui se passe en Syrie et de la pleine solidarité avec le peuple syrien face au terrorisme. Ils ont également souligné qu'ils sont déterminés à travailler pour mobiliser l'opinion publique européenne contre les politiques opportunistes de certains pays européens qui sont contraires aux intérêts de leur peuple. Tout de suite, Monsanto. Chers téléspectateurs, bonjour. Et encore merci de faire connaître nos émissions autour de vous, à vos amis et vos contacts. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'attitude de Monsanto envers certains chercheurs sérieux. En 2012, le scientifique Gilles-Éric Seralini a publié dans la revue Food and Chemical Toxicology une étude à long terme sur le maïs génétiquement modifié NK603 de Monsanto. Pour cette étude, le chercheur a nourri des rats avec ce maïs durant 2 ans.
Cela a provoqué parmi ces rats des signes d'empoisonnement du foie, des reins et par la suite des maladies graves. En février 2013, un ancien collaborateur de Monsanto est devenu membre du comité de rédaction de la revue FCT et a imposé le retrait de cette publication de la revue scientifique renommée. Le prétexte invoqué était que son étude aurait concerné trop peu de rats et que ces rats étaient d'une race inappropriée, alors que l'étude produite par Monsanto concernait la même population de rongeurs. Monsanto a obtenu l'autorisation de commercialiser ce maïs douteux. Seralini a alors dit « Si 10 rats par groupe est un nombre trop petit pour démontrer un effet toxique du maïs, Monsanto, ce même nombre de rats par groupe est alors de toute évidence trop petit pour en démontrer le caractère non toxique. » Et pour terminer, voici une citation de Platon. « La pire des injustices est celle qui est commise sous l'apparence de la légitimité. » Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et pour finir, actualité en France. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition politique, les portes claquent chez Europe Écologie Les Verts. Jeudi, le coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée, François de Rugy, a annoncé son départ du parti. Ce vendredi, son homologue au Sénat, Jean-Vincent Placé, lui a emboîté le pas depuis l'université du PS à La Rochelle. Les deux parlementaires dénoncent la dérive gauchiste d'un parti qualifié de structure morte, incapable de débattre sur le fond. Europe Écologie Les Verts, pour moi c'est fini, mais je crois que c'est fini dans l'ambition qui était celle de Danny Cohn-Bendit, la dynamique qu'il avait créée en 2008-2009, qui a perduré un petit peu et qui aujourd'hui est complètement retombée. Pourquoi ? Parce que Europe Écologie Les Verts se replie, c'est un parti qui se replie sur lui-même, il y a un vrai risque de repli sectaire, et puis d'un autre côté il y a une dérive gauchiste, c'est-à-dire que les alliances électorales maintenant se font principalement avec le Front de gauche. La démission du député Noël Mamère en septembre 2013 montrait déjà les graves désaccords qui secouent cette formation politique de seulement quelques milliers de militants. À quelques mois de la conférence mondiale de Paris sur le climat, la COP21 et des élections régionales de décembre, Europe Écologie Les Verts a achevé son université d'été dans la plus grande confusion. Le mouvement s'est notamment divisé sur l'attitude à adopter pour les régionales des 6 et 13 décembre. Jean-Vincent Placé, qui souhaite entrer au gouvernement, avait menacé de partir en cas d'alliance avec le Front de gauche dans la grande région du Nord. Il n'aura donc pas attendu le vote interne organisé le 12 septembre pour déterminer les éventuelles alliances à nouer avec la gauche radicale. Quoi qu'il en soit, dans toutes les régions, les écologistes ont déjà choisi l'autonomie vis-à-vis du PS. En ce qui concerne la COP21, la secrétaire nationale Emmanuelle Cos a déclaré attendre de la cohérence et de la constance pour que le sommet soit une réussite. Cohérence et constance, une devise que les écologistes ont peine à appliquer. Depuis des décennies, les Verts promettent de faire de la politique autrement, mais excellent dans les manœuvres électoralistes avec le PS. Le parti ne parvient pas non plus à élargir sa base sociologique. Les enseignants sont surreprésentés et les milieux populaires sont aux abonnés absents. De plus, selon une étude du Cevipof de 2013, 56% des adhérents de ELV ont plus de 51 ans. Consciente des difficultés du parti, Emmanuelle Cos avait même déclaré se demander si l'implosion ne serait pas une bonne chose. Elle devra maintenant composer avec les départs. Celui du député Barbara Pompili n'est pas à exclure non plus. La coprésidente du groupe à l'Assemblée n'avait pas caché son intention de rentrer au gouvernement à l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Et de son côté, Cécile Duflot, l'ancien ministre du Logement, hésite sur le chemin à suivre, sauf sur celui de sa candidature à la présidentielle de 2017. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.